Tu es dans cet appartement depuis combien de temps? Je suis dans cet appartement depuis moins de 10 ans, mais presque 10 ans, 8 ou 9 ans, je dirais. J'ai commencé en colocation. En fait, je cherchais depuis un certain temps un appartement. Et une amie journaliste m'a indiqué qu'il y avait un appartement qui se libérait en colocation à 10 minutes du travail où j'étais, où je suis encore. Et c'était un été de pleine lumière, donc voilà, tout était blanc dans cet appartement. Et je l'ai pris tout de suite, enfin j'ai accepté tout de suite. Première colocataire s'appelait Clémentine, puis ensuite c'était Gaspard. Et ensuite j'ai vécu avec quelqu'un et je vis seul maintenant. Ton travail est pas loin? Mon travail est à 2 stations de métro d'ici, à Blanche, un quart d'heure à pied, donc c'est vraiment très près. Toujours dans le 9e arrondissement. C'est quoi ton travail? Je suis rédacteur, journaliste-rédacteur. On précise parce qu'en fait, il y a des journalistes photographes, des journalistes éditeurs, des journalistes iconographes. Moi, je suis rédacteur à Philosophie Magazine. Et tu penses que c'est un hasard ou comment c'est arrivé que tu sois là? Dans cet appartement ou non, dans cette situation? Dans ce journal-là, précisément. Oui, il y a une part de hasard, de contingence, mais il y a aussi une trajectoire, quoi. J'ai fait des études de lettres, de philo, je voulais être journaliste, je voulais faire de la philosophie. J'hésitais entre être enseignant de philo, prof de philo au lycée ou à la fac, et journaliste. Et il s'est trouvé que je me suis beaucoup ennuyé à la fac, et que j'avais un maître de mémoire qui était très attentif à ça. On a eu un entretien au cours duquel il m'a lancé vers le doctorat, à quoi j'ai répondu que non. Je ne ferais pas un doctorat de philosophie, parce que je trouvais ça très, très ennuyeux, et que j'avais fait de la philosophie au contraire pour être au contact avec le monde, pour être en prise avec le monde et pas plonger dans des univers poussiéreux d'histoire de la philosophie et de querelles de chapelle. Voilà, je m'en suis ouvert à lui directement, et par chance, il travaillait à Philosophie Magazine, donc il m'a fait entrer à sa suite en stage. L'histoire s'est un peu répétée au journal, et tout le monde pensait que j'allais faire un doctorat de philosophie, à quoi j'ai répondu qu'avec le peu d'expérience que j'avais, 6 mois de stage, j'allais me lancer dans la vie professionnelle. Et il se trouve que cette vie professionnelle s'est poursuivie à Philosophie Magazine, donc j'y suis encore aujourd'hui. Tu as dit que tu trouvais ça poussiéreux, la philosophie, de faire un doctorat de philosophie, et tu voulais être plus dans l'action en faisant de la philosophie. Tu peux m'expliquer la nuance? Alors moi j'avais choisi une spécialité de philosophie qui est une philosophie politique et éthique, dont les sujets très actuels sont la fin de vie, la bioéthique de façon générale, l'organisation de la cité. Enfin, pour moi, la philosophie servait à mettre en ordre, sinon à donner des solutions, du moins à mettre en ordre les réflexions et les agencements de la vie commune qui nous permettent de vivre ensemble, d'organiser le bien commun. Ça, je pense que c'est vraiment une question actuelle. Et à la fac, en fait, ça se résumait souvent à des travaux très universitaires, avec des notes de bas de page et des volumes importants en nombre de pages, mais au final assez pauvres en propositions. Mais c'est un peu structurel aussi, c'est-à-dire que quand on se retrouve à la fac, la limite est tangente et ténue entre le moment où on fait de la philosophie et le moment où on fait de la politique. À quel moment on fait de la philosophie politique et à quel moment on fait de la politique avec un bagage de philosophie. Et cette limite est assez étroite, et je pense qu'elle est dans la nature des propositions, c'est-à-dire qu'on fait des propositions d'ordre conceptuel quand on fait de la philosophie, et pas d'ordre politicien ou politique. Mais tout ça est très lié. Tu penses que ça serait utile d'avoir fait de la philo pour les gens qui veulent faire de la politique? Oui, bien sûr. Je pense que c'est... D'abord, je pense qu'on devrait commencer la philosophie bien plus jeune, pas seulement au lycée, une année de terminale qui peut bien ou mal se passer, et puis au final, on n'a plus trop de contact avec ça après. Et par ailleurs, c'est une proposition, elle était très aristocratique dans l'Antiquité, mais il y avait des propositions comme le philosophe roi. Donc Platon défend l'idée que tous les philosophes devraient être, tous les dirigeants de la cité devraient avoir une formation de philosophe, pas seulement parce qu'ils seraient plus intelligents, mais parce qu'en fait, ils seraient un peu dégoûtés par la chose politique, et que ce serait la bonne façon de diriger, c'est de ne pas avoir d'intérêt économique, ou en tout cas de conflit d'intérêts, quand on a des positions de dirigeants.
Donc l'autre proposition à laquelle moi je crois beaucoup, c'est aussi le fait qu'il y ait une forme d'obligation à la direction. Mais ça s'applique à mon avis au-delà de la direction politique. Ça peut s'appliquer dans des ensembles comme l'école, l'université justement. Je pense que les gens qui doivent avoir des responsabilités sont ceux qui déjà ont connu le parcours et qui en plus sont un peu contraints de le faire. Et tu as parlé de dégoût de la chose politique. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Moi, vis-à-vis de la classe politique, tu veux dire? Non, non, au contraire, je trouve ça assez mystérieux, au fond. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans le choix de la carrière politique, ou de l'engagement politique, si on veut le dire mieux, qui est mystérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a que des coups à prendre, beaucoup à perdre, une responsabilité démente, enfin, qui parfois d'ailleurs peut surpasser les personnes qui ont été au poste à responsabilité, et que néanmoins on s'engage à assumer ce rôle-là. Pour moi, c'est très mystérieux et assez beau. C'est-à-dire qu'il y a quand même... peut-être que c'est dévoyé avec le temps quand on pratique trop, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'un élan qui est un peu incontrôlable et qui se dit que finalement on a la possibilité de changer les choses, vraiment, changer le monde, quoi. Et ça, c'est quand même beau. Tu y as déjà pensé, toi, à faire de la politique? J'y ai pensé une fois, justement quand j'étais à défendre mon travail de fin d'études à la fac, donc en master. Et mon maître, celui qui avait suivi mon travail, m'a dit cette chose-là. Il m'a dit: maintenant vous allez vous engager en politique. Ce qui pour moi était une insulte à l'époque. Et avec le temps, j'y pense assez souvent. Je me dis: est-ce que c'était une insulte ou est-ce que c'était un encouragement? Je ne sais pas, je ne saurais pas décider. À l'époque, en tout cas, je l'ai ressenti comme une insulte, parce que j'étais très universitaire, et qu'aujourd'hui, je le ressens plutôt comme un encouragement, peut-être. Est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être un peu moins déçu par le monde que plus jeune? Peut-être un peu plus... J'ai le sentiment chez toi qu'il s'est résolu une certaine déception du monde s'est un peu dissipée quelque part. Peut-être que tu es un peu plus indulgent avec le monde. Ah. Il y a une formule, je crois qu'elle est de Balzac, qui dit: il faut que le cœur se brise ou se bronze. Et j'ai exactement ce sentiment-là, c'est-à-dire que je ne suis pas moins déçu, peut-être que je le suis un peu plus, mais que je suis moins atteint par la déception. Donc les choses qui me déçoivent ne m'atteignent plus de la même façon. Si elles m'atteignent ou si elles m'affectent, c'est avec un recul ou un apaisement, quoi. C'est pas... parfois, presque, ça me fait rire, en fait. Je ne suis pas en colère ou je suis plus triste des déceptions. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça fait rire? Est-ce que ça veut dire que ça atteint un niveau d'absurdité tel que ça n'est... Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand ça devient drôle? Ça devient drôle comme... j'ai vu hier un spectacle au théâtre, une adaptation de Dostoïevski, les frères Karamazov. Et il y avait un propos dans le livret qu'on distribuait à l'entrée du théâtre, dans la Bible, un propos de Jean Genet, qui parlait de la farce chez Dostoïevski, la farce tragique qui, à un moment, en devient une explosion de joie absurde, tragique et contradictoire. Et j'ai le sentiment que c'est pas complètement anodin si aujourd'hui il y a énormément de pièces de Dostoïevski qui sont montées, ou enfin de romans qui sont adaptés au théâtre de Dostoïevski. S'il y a des études beaucoup sur lui, s'il y a parfois des films qui se font, c'est qu'on est un peu dans cette période-là aussi, peut-être. C'est qu'il y a un sentiment tragique ou absurde qui me dépasse, qui n'est pas uniquement le mien, qui est aussi celui d'une société dont on a un sentiment elle est à sa fin, dont les années pourraient être comptées d'un point de vue écologique, et que tout ça vraiment nous dépasse dans le sens où on n'arrive plus à le gérer. Avec nos faibles moyens individuels, on n'y arrive pas ou peu, et avec des moyens collectifs ou mondiaux, on n'y arrive pas bien non plus. Et que répondre à ça? Que répondre à l'absurdité de la vie? Il y a le rire, il
Il y a l'absurde, le comique, la joie. Camus disait qu'il y avait la révolte. Il dit ça dans le mythe de Sisyphe au début du livre, c'est son engagement en philosophie aussi. Il dit, bon, finalement, il y a une seule vraie question philosophique, c'est le suicide, parce que la question est de savoir plutôt pourquoi être là plutôt que pas. Et une fois qu'on se pose cette question-là, il est difficile d'y répondre. Il est difficile d'y répondre si on essaie d'y répondre rationnellement par un propos sur le monde. Et lui, il répond de façon existentielle en disant, la seule réponse qu'on a à cette absurdité, c'est la révolte d'abord et la joie ensuite. Bon, moi c'est peut-être pas la joie, mais ouais, le rire. Un rire mais noir, quoi. Enfin jaune, c'est ça? Bah oui, un rire, comment le qualifier? Un rire tordu, si on ne peut pas lui mettre une couleur. Il y a une question que je pose souvent, qui m'intéresse beaucoup chez tout le monde en fait, c'est de quelle manière les rêves dans ta vie ont changé de nature et ont impacté ta vie. Rêve de devenir, rêve... Oui, oui, oui. Par exemple, le rêve le plus ancien que tu te rappelles. Et étonnamment, on revient un peu à la question précédente, alors ça paraît un raccourci bizarre, mais c'est un rêve qui serait comme le revers de la déception. La déception que j'avais enfant, qui était vraiment une angoisse devant l'impossibilité, quelque chose qui me mettait vraiment en colère pour le coup, qui était l'idée que je ne puisse pas rencontrer tout le monde dans le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impossibilité de faire le tour matériel de tous les gens qui existent. Et j'avais l'impression de rater quelque chose. Et donc le rêve inverse, ou la partie plus positive de cette déception, était la possibilité de rencontrer le plus de monde. Donc je ne sais pas si les livres, la philosophie, le journalisme, tout ça est un peu une tentative de s'approcher, voilà, de rencontrer le maximum de monde, sans doute. Mais ça, c'était voilà, un rêve que j'avais enfant, c'était de pouvoir rencontrer tout le monde. Et qui était lié à une déception, tu vois, je n'y pense qu'en le disant là. Ensuite, j'ai une période où c'était des rêves concrets, c'est-à-dire que je les notais, les rêves que j'avais un carnet de rêves, quoi. Aussi dans le fantasme d'une totalité, c'est-à-dire ne rien perdre de ce qu'on a vécu, noter ce qui s'échappe, et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, les rêves qu'on croit avoir, et je pense que ça vaut aussi pour les rêves de projection, ce qu'on fait pour la vie, pour l'existence, sont des fausses idées, des fantasmes au sens pur, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de matérialité, qui n'ont pas même de narration possible. Parce que quand on se met à les noter, on voit qu'on est sans cesse en train de faire des bifurcations ou des choix, et que dans le magma de la projection, on a en fait à faire des choix encore, à nouveau. Et que le rêve s'évapore petit à petit au fur et à mesure qu'on le note, qu'on l'aplatit. Il devient assez pauvre et ça devient une ligne historique un peu absurde parfois, mais en gros le rêve noté perd son épaisseur, quoi, de rêve. Et aujourd'hui j'ai des rêves très concrets, j'ai des rêves mais on parlerait peut-être plutôt d'ambition que de rêve, de partir, de voyager, de savoir le japonais, donc c'est plutôt de l'ordre du projet que du rêve. Je ne sais pas quels seraient mes rêves aujourd'hui. Je ne sais pas comment les qualifier en tout cas. Je ne sais pas de quelle nature ils sont. Donc là, on a parlé de ton enfance où tu voulais rencontrer tout le monde. Tu aurais voulu rencontrer tout le monde et c'était devenu le rêve impossible. Et là, on arrive déjà au projet. Il n'y a rien eu entre les deux. Il y a eu des moments où tu te dis ah ça pourrait tout résoudre. Est-ce que tu as eu déjà des fantasmes de solutions? Oui, de solutions miracles. C'est ça un peu les rêves sont pour les gens. J'ai remarqué qu'ils rêvent d'une solution miracle à une problématique donnée. Oui. Bah, si j'avais un atelier, oui, je peindrais tous les jours. Si j'avais... bon, il y a deux réponses à ça. La première, elle est un peu orgueilleuse ou présomptueuse.
c'est de dire que enfin, en tout cas, moi, là, on revient à la philosophie, mais ma pratique de la philosophie m'a aussi guéri de l'idée de la vérité. On a souvent l'idée que quand on va faire de la philosophie, c'est pour savoir les choses. En réalité, moi, je la conçois plutôt. Un interviewé, un philosophe m'avait dit ça, qu'il concevait la philosophie comme la trousse à outils du plombier. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui nous sont offerts pour avancer sur des questions, mais pas avec le fantasme ni de la totalité, ni de l'unité, ni de la vérité, ni d'une solution, quelle qu'elle soit. Et c'est pas pour revenir non plus au vieux cliché qu'on a de la philosophie qui serait voilà, poser des milliers de questions et n'avoir jamais de réponse. C'est pas ça, mais c'est ne pas avoir de réponse unitaire. C'est-à-dire que considérer que les problèmes sont des multiplicités de problèmes, savoir les diffracter, savoir les exploser, et donc on perd un peu l'idée qu'il y aurait une clé. Et donc ça guérit un peu de ça. Donc en quelque sorte, c'est peut-être la clé. Ça c'est ce que m'a appris la philosophie. Après, bon, c'est qu'une partie de mon existence, même si elle est aujourd'hui importante, et l'autre c'est quand même la lecture et l'écriture. Donc effectivement, oui, il y a eu parfois dans ma vie des moments où j'ai écrit sans ambition. Je crois que ça peut exister. On se moque toujours des écrivains ou des apprentis écrivains ou des écrivains en herbe en disant que ouais, tu écris, mais tout le monde dit tu écris tout le monde dit j'écris pour soi. En réalité, la personne répond souvent oui, mais c'est pas vrai parce que c'est pour être lu. Je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment des textes qu'on écrit pour soi, des mails qu'on n'envoie pas. Ça, par exemple, je le fais souvent. J'écris un mail que je n'envoie pas, mais au moins les choses ont été posées pour moi, clarifiées. Et c'est un travail qui me permet ensuite d'écrire un second mail ou un second message à quelqu'un qui soit formulé dans les termes exacts de ce que je veux lui dire et qui ne dépasse pas ma pensée. Donc ça, je le fais. Et d'un point de vue littéraire, oui, c'est un peu inavouable, mais il y a forcément l'idée que je pourrais peut-être un jour écrire. Ça, c'est un rêve, oui, c'est vrai. Enfin, c'est un rêve sincère et en même temps insincère dans le sens où si vraiment je rêvais d'écrire, j'écrirais. Je crois que enfin, on est peuplé, on est habité de fausses envies, c'est-à-dire des envies qui sont on dirait en psychanalyse, des souvenirs écrans, c'est-à-dire des choses dont on se sert pour ne pas penser à la chose véritable. Ou des envies, on peut peut-être appeler ça des envies écrans, c'est-à-dire des envies qu'on présente comme des choses qu'on aimerait faire, écrire un livre, acheter une maison à la campagne, la refaire intégralement, je sais pas, avoir un potager, peu importe ce que c'est, mais une envie assez profonde qui sont en fait des envies qui masquent d'autres, c'est-à-dire des envies de gloire, des envies peut-être de réussite, des envies de satisfaction personnelle ou familiale, enfin d'être la fierté de quelqu'un. D'être aimé, bon, mais bon, là après c'est le travail du psychanalyste. Oui, parce que souvent on rêve d'une chose, et oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, solution miracle. La plupart des rêves sont des solutions miracle, c'est pas des véritables rêves en fait, c'est un fantasme, c'est un peu la mauvaise conscience qui nous fait croire qu'une chose résoudrait, c'est français ça, résoudrait la problématique qui n'existe même pas en fait, parce que si tu voulais peindre, si c'était vraiment si important pour toi, tu vivrais dans un atelier et puis voilà. Oui. Donc en fait c'est un peu il y a des excuses quoi en fait. Oui, après c'est aussi des facilités pour vivre. Hein. Je pense qu'on a besoin de... Moi je suis pas contre l'illusion par exemple, je pense qu'il faut vivre d'illusion et de fausseté. Je crois pas qu'il y ait d'authenticité vis-à-vis des autres et de soi-même. On vit, on s'accommode, on agence, on bricole. Donc pourquoi pas en fait. C'est pas très grave d'avoir des fausses envies. C'est juste que parfois le savoir évite d'être déçu là pour le coup. C'est-à-dire que si je suis pas écrivain aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai raté ma carrière d'écrivain, c'est pas parce que je consacre pas assez de temps à ça, c'est pas parce que j'ai pas d'idées. C'est parce qu'en fait, j'en ai peut-être pas vraiment l'envie, là, j'ai peut-être pas envie de faire ça, et qu'un jour, si jamais j'avais envie de me mettre à écrire, je le ferais, ça aboutirait ou pas à une publication. Mais rien ne m'empêche aujourd'hui de me mettre à mon ordinateur entre 6h et 8h du matin, et puis d'écrire 2-3 feuillets. Techniquement, je sais faire ça. Peut-être que tu as envie d'avoir envie, tout simplement, mais pas plus. Oui, oui. Une envie d'envie, quoi. Ça, c'est très difficile.
C'est très difficile parce que est-ce qu'on peut décider d'être heureux? Est-ce qu'on peut décider d'être joyeux? Est-ce qu'on peut décider d'avoir envie? Est-ce qu'on peut... tu dis que... Est-ce qu'on peut décider de la volonté, quoi? Si t'en as la volonté, oui. Ouais, bah ouais. Et je sais pas, là, Mais finalement, la volonté, c'est quoi? C'est le désir, en fait. Non, pour moi, la volonté, c'est toujours un fantasme de maîtrise. On revient à la question de l'unité et de... Non, je veux dire, l'étymologie de volonté, c'est... Il me semble qu'il y a le vouloir dedans. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais. Donc, est-ce qu'on décide de la volonté? Seulement si on le veut, quoi. Enfin, si on a envie Je sais d'une pas. chose, non? Ouais. Pour moi, ouais, Est-ce je que sais c'est pas. parce qu'on ne s'autorise pas, tu penses? J'ai l'impression que vouloir fait partie de ces verbes dans la langue française qui, comme servir, sont très ambigus. Quand on dit servir, est-ce qu'on est asservi à quelqu'un, son esclave, ou à une idée, ou à peut-être un moteur en soi qu'on ne maîtrise pas, qui est indépendant de notre volonté pour le coup, ou est-ce que quand on dit servir, on se grandit, on sert on sert quelqu'un, on sert mais dans le sens, on sert une cause, on sert une noble idée. Et j'ai l'impression que dans la volonté, un terme, vouloir est un terme assez flou, parce que parfois, quand un enfant dit je veux quelque chose, par exemple, il n'est pas mu par une volonté très consciente ou très réfléchie, il a sur le moment un désir qui s'exprime comme une volonté, c'est-à-dire qu'il aimerait pouvoir avoir quelque chose. Et soi-même, on est parfois agi comme ça par des volontés qui ne sont pas les nôtres, ou nos dernières volontés, on les écrit, mais en fait, qui les réalise, ces dernières volontés? C'est pas nous. Donc on est quand même traversé comme ça par la notion de vouloir n'est pas si claire. On est par l'idée de vouloir quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit... Mais ça, c'est un substrat aussi qu'on a de notre système de pensée plus général. Je pense que c'est peut-être pas pareil dans d'autres univers mentaux. En France, en Occident peut-être. On est quand même depuis 3, 4, 5 siècles habité par l'idée de maîtrise. C'est très difficile de se départir de cette idée-là. C'est très occidental finalement. C'est très très occidental, oui. Je crois qu'au Japon... C'est un peu la violence, en fait, la violence de la maîtrise, de la domination, et la confusion entre la maîtrise, la domination et la violence. Finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Là où tu as raison, je pense que ça a partie liée. C'est-à-dire qu'effectivement, la volonté, dans ce sens de possession, de maîtrise... Là, pour le coup, il y a beaucoup de vouloir dans ce concept. Oui. Et c'est vrai que dans d'autres régions, au Japon par exemple, peut-être qu'on ne raisonne pas de la même façon. Je viens de lire des livres là-dessus qui sont intéressants, où on accepte, par exemple, nous on réfléchit beaucoup avec l'exclusion de la contradiction. C'est-à-dire que si on est quelqu'un d'ordonné, avec une pensée claire, on ne peut pas avoir deux idées contradictoires en même temps. Et dans un univers bouddhique ou japonais, on peut penser deux contradictions simultanées, deux choses contradictoires simultanément. Je voulais faire un petit retour dans la zone de l'enfance avec toi. Te demander, tu m'as dit que tu étais déçu d'apprendre que tu ne pouvais pas rencontrer tout le monde, et j'entends là un intérêt pour l'autre en fait. Et j'aimerais savoir à quel moment l'autre est devenu... à quel moment l'autre t'a déçu pour la première fois? Si tu veux bien en parler. Oui, je suis en train de réfléchir. Première grande non, mais souvent, moi, quand j'ai des questionnaires comme ça aussi pour Philosophie Magazine, l'une des questions, c'est quel est votre plus vieux souvenir? Et j'y pense du coup, mais j'y ai jamais pensé pour moi, tu vois. Mais c'est pas obligé d'être le premier souvenir. Non, mais la déception dont on se souvient, c'est juste que j'essaie de remonter le fil. Et c'est pas si clair que ça. Peut-être la première blessure, tu vois. Remarque, c'est vrai que c'est sûrement souvent la même chose. Hein. Pour le premier souvenir, la première blessure, souffrance. Ouais. Peut-être. Parce que moi, souvent, je demandais des gens, ils me disaient je nourrissais des canards.
Et je me rappelle la joie que ça me procurait. Je me disais, ah, c'est marrant. Est-ce que, ouais, parce qu'il y a cette idée que le premier souvenir, le premier trauma, entre guillemets, conditionnerait à la vie à venir. Et puis toi et moi, on avait déjà eu cette discussion. On se disait, mais est-ce que le premier trauma ne s'imprime pas parce que justement il y a matière à imprimer? Il y a déjà le papier dans l'imprimante pour imprimer précisément ce trauma-là, parce qu'on est déjà disposé à le percevoir alors qu'un autre peut-être n'aurait pas ressenti les mêmes choses. Donc, là, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc, oui, la première déception humaine, quoi, quand l'autre n'a pas... Manque à l'appel, quoi. N'est pas là au moment où il faut. C'était ça, la question que je voulais Ouais, c'est difficile. Sûrement un proche, je pense. Peut-être, mais c'est pas sûr. Je saurais pas le dire spontanément. Peut-être que ça reviendra plus tard dans le... Oui, après, oui. Oui, peut-être. Et est-ce que tu as eu tu as fréquenté il me semble que tu fréquentais pas mal de gens plus âgés que toi, non? Oui. Est-ce que tu peux me raconter pas au passé toujours, hein. Ta première rencontre avec la sagesse, un peu, avec le mentor ou avec la personne qui simplement t'intéressait? Qui était-ce? C'est un type qui s'appelait Vincent Cambier, qui était le directeur d'un journal de théâtre et qui avait un physique d'abord assez incroyable, avec un chapeau, une moustache, des bretelles, un personnage un peu reconnaissable, tout à fait reconnaissable, et qui a donc dirigé le journal de théâtre dans lequel il m'a embauché, il m'a mis le pied à l'étrier quand j'étais journaliste, en me faisant dégonfler complètement et en me ramenant à une humilité qui était assez troublante, assez touchante, parce que j'étais à Avignon, je lui avais envoyé une lettre de candidature pour participer à son journal qui faisait de la critique de théâtre. Et on s'est vu pour discuter à la fois de théâtre et puis de ce que je lui avais envoyé comme proposition. Et j'avais utilisé des mots très compliqués et très pompeux, vraiment d'étudiants qui sortaient de ces grandes études. Et notamment catabase, c'était des termes qui n'avaient aucun sens pour dire que j'étais monté et redescendu dans le savoir. Enfin, vraiment, c'était absurde rétrospectivement. Et il m'avait dit, avec son accent lillois du Nord, son accent de Marseille, mais alors qu'il était lillois lui-même, qu'il y avait une espèce de mix entre les deux assez bizarre, il m'a dit, bon, là, va falloir dégonfler, hein, parce que... Et du coup, c'était devenu quelqu'un de très précieux, parce qu'en fait, il avait pu me dire les choses frontalement, et à un âge où il fallait les entendre, j'aurais pu devenir, je pense... quelqu'un d'assez détestable, ou sinon plus détestable qu'aujourd'hui, parce que je jargonnerais complètement, quoi. Et lui m'avait dit, attends, le premier truc de la communication, c'est de se faire comprendre, quoi. Donc si tu veux travailler dans un journal, commence par là. Donc lui, très passionnant, et puis je l'ai suivi pour le coup aussi jusqu'à la mort. Je l'ai vu vraiment son dernier jour, je lui ai tenu la main quand il est mort à l'hôpital, donc c'était très troublant. Et la deuxième personne qui aujourd'hui que je vois encore s'appelle Jérôme Hulot, et c'est aussi dans le théâtre. Et on s'est rencontrés dans une fête. Et il a été l'assistant de Jean Vilar dans les années 50, donc le grand homme de théâtre à Avignon. Il a dirigé des théâtres à Paris. Et il continue de s'y intéresser, d'y aller. Il a passé 90 ans et ça reste une source d'émotion, parce qu'en fait c'est aussi un puits de savoir, et il y a des choses qu'on pense ne pas avoir vécues, mais lui peut nous le raconter, donc c'est ça qui est infiniment précieux.